indiquera également, bien sûr, cette date. Et puis, nous aurons aussi Amina Ziri dans sa rubrique. Aujourd'hui, dans sa rubrique Patrimoine et Culture. Elle fera un gros plan sur un artiste qui est donc dans la musique andalouse, Laïrahmous, c'est Cheikh Mohamed El Basri. Il y aura sa fille qui sera sur notre plateau et puis aussi un grand artiste de la région de Blida, lui aussi. Il s'agit donc de Farid Khoja qui sera parmi nous pour bien sûr parler donc de cet artiste et lui rendre hommage. Nous aurons également une association qui nous vient de Sétif, une association qui est passionnée par la chasse et ils se sont constitués en association de tir, bien sûr, pour réguler les populations qui sont probablement en surnombre. Justement, ils vont nous en dire plus tout à l'heure. Ils diront plus concernant la régulation de la surpopulation de certaines espèces. Eh bien, c'est une passion également avant tout. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez suivre jusqu'à la fin et rester avec nous, attentifs. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie d'Amel Haribi pour la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel. C'est le printemps, oui. C'est les fleurs. C'est le lundi au soleil. C'est le lundi au soleil. Eh ben, elle a trouvé, hein, elle qui adore les chansons. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, il va faire chaud comme hier, avant-hier. Oui, malheureusement, oui. Il va faire chaud et beau. Oui, beau. Donc, pour changer. Certains vont être contents, ils vont sortir et d'autres vont souffrir au soleil. Ceux qui travaillent à l'extérieur, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, oui. Bon, je vous laisse présenter, allez-y. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera généralement bien ensoleillé. C'est une grande partie des régions nord qu'on peut voir sur la carte, d'ouest en est. La moitié sud également, un temps dégagé à partiellement voilé, avec une tendance orageuse vers le sud-ouest et à noter des semences de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental. Eh bien, un temps chaud, et oui, au nord comme au sud. On va commencer par le nord où Météo Algérie a prévu un maximum de 36 degrés du côté de Relizane. Vers Tlemcen, eh bien, on peut relever 32 degrés, 29 à Oran, 28 degrés à Alger, également Guelma, 30 degrés à Tizi Ouzou, 26 degrés à Djelfa, également Constantine et Sétif, et également du côté de Annaba, 29 à Batna. Au sud, 30 degrés à Gardaya, 33 à Béchar, Biskra, 39 à Tindouf, 37 à Drarin Salah, 38 degrés à Tamanrasset et Janet et 43 à 45 degrés de Borj Bedi Mokhtar vers Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes est, peu agitée sur les côtes ouest et centre. Des vents faibles sur les côtes est, 10 à 20 km/h, et les vents seront variables et jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents sont des secteurs nord-est. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h55. Pour plus d'informations, eh bien, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite du programme sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui Donc on sait tout, donc il va continuer à faire beau, rien à signaler, tout va bien, pas de pluie à l'horizon. Rien, pour le moment rien. Même pour tant mieux pour ce beau temps, pour certains. Pour ceux qui veulent en profiter du temps, oui, pourquoi pas. Ceux qui ne travaillent pas, pour en profiter. Exactement. En tout cas, j'ai oublié dans le sommaire, j'ai oublié notre ami Hakim Lefgoum, qui lui aussi va nous présenter un artiste. Il va faire un gros plan sur le groupe Hypnotica tout à l'heure dans sa rubrique aujourd'hui musicale. Vous avez donc pris le pli de le retrouver. La semaine dernière, il avait commencé avec nous, Hakim Lefgoum. Tout à l'heure, on aura le plaisir de le retrouver. Voilà, Amel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Midi et 19h. Avec et puis, bien sûr, à partir de vendredi prochain. Inch'Allah. Voilà. Eh bien, tout de suite, je vous laisse en compagnie donc d'une belle chanson, un groupe qui n'est plus à présenter. C'est le groupe Tikubawin. On se retrouve juste après. حبك حكاية
يا للناس انتي رواية كلك إحساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية لا ليلا ليلا لا ليلا 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 أوه لا ليلا 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 لا 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 ليلا ليلا. Voilà. De retour sur le plateau, eh bien, comme je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler de la rubrique avec Yassine Yala. Rubrique vie professionnelle, c'est tout de suite. C'est juste après cela. Alors, les faux arrêts de travail. Bonjour Yassine. Bonjour Amal. Comment ça va? Alhamdoulilah, et vous? Vous êtes en forme depuis samedi? Depuis samedi, en forme, ça va. On a peu Voilà. dormi, mais alhamdoulilah. Oui, mais quand même, c'est vrai, vous me Ouais. l'avez dit ce matin. Oui, on a peu dormi, mais ça Bon, ça se récupère. ça se normalement. récupère, voilà. Tant que Inch'Allah. c'est une fatigue physique, Alors, ça va. vous n'allez pas prendre pour autant un Non, non. faux arrêt de travail. Pas un arrêt de travail. mais- D'accord. il faut. Alors, c'est vrai qu'on dit les faux arrêts de travail, c'est vraiment, on les retrouve un petit peu partout, Partout dans le monde. hein. Partout dans le Dans monde. nos administrations, aujourd'hui, beaucoup disent que ce sont des arrêts de travail de complaisance. Voilà, des faux arrêts de travail. Alors certains voient ça comme une pause, comme un petit arrangement, mais en réalité c'est un fléau silencieux. C'est Et ça. aujourd'hui on va parler de ça parce que ça coûte de l'argent. Et ça coûte cher économiquement, ça coûte cher humainement et professionnellement. C'est Et ça. ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est quoi un faux arrêt de travail, finalement? Alors, un arrêt de travail, comme on le disait l'autre jour, c'est un droit fondamental. Vous êtes malade, vous déposez un arrêt de travail parce que ça protège votre santé physique, votre santé mentale. Mais lorsque les raisons, il n'y a pas de raison médicale justifiée ou quand on exagère ces symptômes pour obtenir un arrêt de travail, c'est là qu'on parle d'un faux arrêt de travail. Alors, il existe plusieurs types de faux arrêts de travail. Hein. Oui. Alors, il y a l'arrêt de travail de complaisance qui est donné par un médecin sous pression ou par indulgence aussi, Ou qu'on connaît? qu'on connaît, voilà. Il y a aussi l'arrêt de travail qu'on appelle l'arrêt de travail confort, c'est-à-dire on le prend pour se reposer, pour souffler un petit peu, ou peut-être pour prolonger ses vacances. Il y a Oui. beaucoup de gens à la fin des vacances, ils ne veulent pas reprendre. C'est vrai. Peut-être qu'ils Ils sont encore fatigués ils sont encore après fatigués, un congé. voilà, donc ils enchaînent avec un arrêt de travail confort. Il y a l'arrêt de travail stratégique, celui qu'on prend pour fuir une mission délicate, pour échapper à une sanction disciplinaire, pour échapper à une évaluation, pour Une échapper mission. à une mission. Voilà, exactement, à une formation peut-être. C'est ça. Et il y a aussi des arrêts de travail, ce que j'appelle moi les arrêts de travail business. C'est-à-dire que je suis malade, entre guillemets, dans mon poste officiel, mais je travaille ailleurs dans l'informel pour donner un coup de main à un ami ou à un membre de la famille, etc. Et bien sûr, c'est illégal. Hein. C'est ça. Voilà. ouais. En fait, le faux arrêt de travail, tout simplement, pour résumer, c'est la déformation d'un droit en opportunisme. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Et finalement, c'est pas bénéfique pour l'entreprise. Bien au contraire, ça fait du mal à l'entreprise. Bien sûr que ça fait du mal, pas uniquement à l'entreprise, ça fait du mal à... c'est là qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Alors, ça fait du mal à l'administration, à l'entreprise, parce que quand quelqu'un s'absente de manière imprévue,
ça peut engendrer une Désorganisation désorganisation dans le travail, dans la chaîne. Surtout sûr. si on est en manque d'effectifs, parce que l'absence imprévue va engendrer le travail de la personne qui a déposé un arrêt de travail va être distribué, reporté aux autres collègues. Ok. Et il peut y avoir une baisse de productivité, un retard dans les projets. Aussi, ça fait du mal aussi aux collègues qui doivent compenser le travail pour les gens, Ouais. voilà, pour les personnes Et absentes. travailler à la place d'autres Voilà, personnes. voilà. Il y a Voilà. une fatigue, peut-être C'est une surcharge pour certains. une fatigue, une frustration. Et certains aussi finissent par se dire, par imiter la personne qui est en arrêt de travail. Ça peut Oui. arriver. Je veux dire, bon, lui, il dépose un arrêt de Moi travail. aussi. Ben, moi aussi, je vais le faire. Moi aussi, je vais le faire. Ça fait du mal aussi à l'État et aux organismes sociaux. Chaque jour d'arrêt de travail injustifié, c'est de l'argent qui est déboursé, c'est de l'argent perdu. La CNAS rembourse, mais in fine, ML, c'est le contribuable qui paye, parce C'est que c'est le vrai. contribuable. Et aussi, ça fait du mal à la personne elle-même, à la personne qui a déposé un arrêt de travail. Elle entre dans ce qu'on appelle une logique de fuite. Elle est déconnectée de ses équipes, de ses responsabilités. Elle risque aussi, la personne, des sanctions, voire à même fait. une perte d'emploi. Oui. Ça peut arriver. Et Des ça classements, carrément. Exactement, et ça fait du mal à la société, à toute la société. Le mujtama, comme on dit, Exactement. parce qu'il y a moins de productivité et il peut y avoir aussi une normalisation de la triche. Oui. Voilà, tout le monde ça. fait ça, tout le monde fait ça, je vais le faire. Je le fais aussi. Je le fais aussi. Ouais. Voilà. Et finalement, la loi, que dit la loi sur cela? Alors, la loi en Algérie, les arrêts de travail de complaisance, on en parle, c'est une faute et les sanctions existent. Alors, il y a des contre-visites. Lorsque l'employeur ou la CNAS, quand ils tracent un arrêt de travail, ils voient que c'est fréquent, que c'est suspect, ils peuvent Une expertise. effectuer une expertise. Quand c'est un congé, par exemple, de maladie avec un justificatif, bien sûr, d'un médecin assermenté. D'un médecin, voilà exactement. Donc il y a des contre-visites médicales à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de la Caisse de la Sécurité sociale. Si l'arrêt est injustifié, bien sûr, il est annulé et les indemnisations, bien sûr, elles sont suspendues immédiatement. Le salarié, comme je le disais, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, avertissement, blâme, mise à pied, voire même licenciement. Oui. Mais pas que. Il y a même des poursuites judiciaires qui peuvent être enclenchées conformément aux dispositions du Code pénal algérien. Parce que c'est un délit pénal et les chefs d'inculpation peuvent être nombreux. Faux usage de faux, fausse déclaration. Et pourtant. Et voilà, il y en a beaucoup. Mais pas uniquement le salarié, même le médecin qui a signé l'arrêt de travail peut aussi se retrouver, Ça, c'est encore plus grave. se retrouver mêlé justement à ce marasme, justement. Exactement. Voilà. Alors, comment en sortir finalement? Justement, on ne va pas se contenter de pointer du doigt ces faux arrêts de travail. Alors, on peut proposer, on peut recadrer, on peut prévenir. Alors, côté employeur, ce que les employeurs peuvent faire, alors avant tout, c'est de mettre en place, comme il est fait, hein, je ne dis pas ça voilà, c'est pas des vœux pieux, je le dis en connaissance de cause parce que j'ai vu ça dans des entreprises algériennes, notamment des entreprises publiques à caractère économique. Alors, il y a mettre en place des cellules d'écoute pour prévenir le mal-être aussi, parce que le mal-être est l'une des raisons pour lesquelles les gens peuvent arrêter, faire des arrêts. Les arrêts de travail, qu'on se le dise, les arrêts de travail de complaisance, ils ne sont pas toujours déposés par malhonnêteté. Ils peuvent justement, les causes sont multiples. Parfois, c'est un mal-être qu'on vit. Quand on vit une situation ou des situations de harcèlement, de stress, de burn-out, d'intimidation, on dépose un arrêt de travail parce qu'on voit ça comme un échappatoire. Voilà, comme les personnes toxiques. Voilà, on en a parlé. Voilà, on en a samedi parlé dernier. aussi. Donc il y a énormément de raisons. Lorsqu'il y a aussi un manque de reconnaissance, lorsqu'on est un employé peut-être modèle, et puis finalement la reconnaissance tarde à venir. Ou elle est inexistante carrément. Ça. Donc peut-être que ça peut être dû à ça. Lorsqu'on est mal exploité, lorsqu'on est sous-exploité, surexploité, donc on est ignoré. Donc mais finalement, ça rend pas service aussi. Bien puisque... bien sûr que ça rend pas service. C'est pas, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Mais on parle des raisons parce qu'aujourd'hui, on va lever le voile sur ces arrêts de travail qui peut être perçu comme sujet tabou. Mais on en parle parce que notre objectif ici, c'est de sensibiliser. C'est la sensibilisation aussi. Aussi, ce que côté employeur, comment s'en sortir, pour revenir à votre question, tracer les arrêts de travail fréquents et suspects et aussi généraliser les contre-visites. Il y a aussi des entreprises, je parle toujours des entreprises publiques parce qu'il y a des gens qui vont, vous parlez, non, on ne parle pas de multinationales, non, on parle des entreprises publiques. Et j'en parle en connaissance de cause, je le dis, je le redis. Donc il y a des contre-visites aussi qui peuvent être organisées. Il y a même des entreprises qui ont un pool, c'est-à-dire un groupe d'assistants sociaux ou d'assistantes sociales qui se déplacent et qui faire des visites inopinées et qui font des enquêtes administratives pour voir si réellement
réellement la personne est malade. Et aussi lancer des campagnes de sensibilisation et expliquer que ce n'est pas anodin. Non, ça ne l'est pas. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un acte banal. Côté salarié aussi, on a parlé des entreprises, ce que les salariés et les travailleurs peuvent faire, c'est refuser la banalisation du faux. Voilà, c'est très important de le refuser. Ne pas céder à la tentation, même si le système peut nous paraître permissif, non, il ne l'est pas. Il y a des textes de loi qui sont très clairs par rapport à ça. Tout le monde fait ça, on en a parlé l'autre jour. Oui. Tout le monde fait ça, mais tout le monde ne se fait pas attraper. Arrêtez. Voilà, si on se fait attraper, Ouais. si on se fait attraper, ça va faire très très mal. Aussi, côté médecin, renforcer l'éthique médicale aussi. Je ne parle pas de tous les médecins, bien entendu. Hein. Donc, Oui. il y a peut-être des médecins qui peuvent céder à la tentation, qui peuvent céder à la pression, pardon, pas à la tentation, qui peuvent céder à la pression, qui peuvent être indulgents par rapport à ça. Il faudrait que les médecins aussi Soient sensibilisés. que certains praticiens soient sensibilisés et expliquent. Ils doivent refuser Oui. quand les raisons médicales Ne sont pas valables. ne sont pas valables et expliquer les conséquences d'un arrêt de travail non justifié. Il est extrêmement important de le faire. Et côté aussi institution, donc comme je le disais, lancer, à l'instar des employeurs, comme je le disais, même les institutions aussi doivent lancer aussi des campagnes de sensibilisation pour rappeler que ce n'est pas anodin. Et voilà. Donc, Vous en avez vu des séances de sensibilisation dans les entreprises? oui, Nous oui. Très peu, en fait. Oui, en fait, on en parle très peu, mais on pourrait aussi les généraliser. Donc, il y a eu, là où j'étais auparavant, alors on a fait une fois on a invité même des gens de la CNAS qui sont venus et qui ont parlé des arrêts de travail en général. D'accord. Et il y avait un chapitre dédié aux arrêts de travail de complaisance. Et il y a eu un travail justement qui a été fait dans ce sens pour expliquer que ce n'est pas anodin. Et voici les textes de loi qui punissent ce délit. Et voilà ce qu'on risque côté employeur, côté disciplinaire, et ce qu'on risque côté Bien côté sûr, pénal. quand c'est répétitif, ça se voit. Il y a un malaise, il y a une personne peut-être qui souffre et il faudra chercher après cette raison et Voilà. voir peut-être avec le syndicat à ce moment-là. Si l'administration ne répond pas, si ses supérieurs ne répondent pas, peut-être voir. Les raisons sont multiples. Sont multiples. Je disais parfois c'est un manque de reconnaissance. Je le disais ça. aussi, c'est un mal-être au travail. On en a parlé. L'impunité aussi, le sens de l'impunité, le mythe de l'impunité perçue. Alors on se dit que personne ne vérifie, tout le monde fait ça. Non, Oui. non, ce n'est pas anodin. Oui. Non, on vérifie et tout le monde ne fait pas ça. C'est ce qu'il faut inscrire dans son mindset pour sortir de ça justement. Et la complaisance médicale, comme je le disais, certains praticiens aussi cèdent à la pression ou minimisent les conséquences d'un arrêt de travail non Tout juste. à fait. Il faut tout de même dire que c'est un mal silencieux. Il faudra faire attention parce que ça coûte à l'administration, ça coûte à l'État. Ça coûte à l'État, voilà, et ça coûte en productivité, ça coûte de l'argent, c'est le contribuable qui paie. C'est ça, c'est Voilà. ça. Voilà, merci beaucoup Yacine pour Je vous en toutes ces prie. informations, cette présentation. Vous avez donc bien retenu, finalement, si vous êtes aussi parmi ces personnes qui prenaient donc des faux arrêts de travail, faites attention, un jour vous allez être pris la main dans le sac. Voilà, n'est-ce pas? exactement. Donc le travail mérite respect et le droit des travailleurs doivent être protégés, mais jamais détournés. Voilà, ça. c'est ce qu'il faut retenir. Il faut rappeler aussi à toutes ces personnes qui jouent avec cela de dire, voilà, finalement vous avez un job, vous avez un bon job, essayez de le garder, être honnête en faisant votre Parce que job. ça laisse aussi des traces indélébiles dans le parcours professionnel de la personne. C'est ça. Voilà. Et la réputation professionnelle, c'est notre meilleur atout. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes Je ces vous en informations, prie. Yacine, Merci. et surtout cette sensibilisation que vous faites quotidiennement avec nous dans Bonjour d'Algérie. On vous dit à samedi matin. À samedi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous allez vous intéresser à un métier aussi qui n'est pas des moindres, en tout cas très intéressant. C'est un métier peut-être qui est en perdition, parce que le corail se fait rare. Cette fois-ci, je vous invite à suivre ce métier. C'est un fabricant, bien sûr, et surtout artisan qui travaille le corail du côté de Tarf. C'est un reportage signé Saïda Mayouf. Les profondeurs marines d'El Qala, ville côtière nichée à l'extrême est de l'Algérie, renferment d'importants gisements coralliens. Et c'est à partir de là qu'est extrait le Corallium rubrum, une variété de corail rouge réputée pour sa beauté, sa solidité.
رانا في العمل هنا لأكثر من مدة 25 سنة. Cela fait 25 années que je me suis spécialisée dans la transformation et la valorisation du corail, des pierres précieuses et semi-précieuses. Je me suis perfectionnée dans cet art grâce au contact avec d'autres artisans d'Alger et d'autres régions du pays, notamment du Grand Sud. J'ai effectué des formations en Inde et en Italie. Le process est délicat. Il faut d'abord nettoyer le corail, le trier selon sa qualité, le scier avec précision, puis le polir pour révéler tout son éclat. Le perçage est une opération nécessitant beaucoup de précision et de concentration. Hérité d'un savoir-faire qui ne s'enseigne pas uniquement dans les livres, mais s'apprend sur le tas au contact du maître artisan à travers des ateliers pédagogiques. J'ai formé jusque-là 350 stagiaires dans différents domaines, la formation professionnelle, la pêche ou encore le tourisme. Certains stagiaires ont obtenu leur carte d'artisan. Je les accompagne toujours pour leur niveau de perfectionnement. Dans cet atelier, le corail brut est savamment manipulé par des mains expertes pour lui donner une vie. En 1996, j'ai appris ce métier auprès d'Italiens et d'Algériens qui tenaient des ateliers par là. Au fil de 10 années d'expérience, j'y ai pris goût et aujourd'hui, je rêve d'ouvrir mon propre atelier de confection de corail. L'artisan Mourad a acquis son expérience auprès de son père, sculpteur sur bois de bruyère depuis l'Orée des années 70. Il nous informe que le corail est capricieux et qu'il est nécessaire de le comprendre, voire de le respecter. Ce savoir-faire ancestral et familial est transmis de génération en génération. Après mes cours, mon grand plaisir est de me retrouver dans l'atelier de mon père et de manipuler le corail que j'aime tant. Je suis en classe primaire et comme ma sœur, j'adore venir dans l'atelier. Je vous laisse admirer d'ailleurs ce que j'ai confectionné. À El Kala, le corail n'est pas qu'un produit noble à préserver, c'est un art, une identité, une mémoire vivante qui raconte la mer, le temps et l'âme d'un peuple. Un art et un savoir-faire à préserver absolument. Et puis la relève est là, la petite fille est déjà prête à prendre le relais, Inch'Allah. Eh bien, nous allons parler de chasse et nous allons parler donc d'une association qui a vu le jour en 2022. C'est une association de tir avec nos invités qui sont venus de Sétif. On va les présenter. C'est donc Ramzi Belgharbi. Bonjour, marhaba Bonjour, bik. Amel. Bienvenue, comment ça va? Merci d'avoir m'invité, madame. Vous êtes donc membre de l'association de tir. Madame. Avec nous également Monsieur Khalil Ben Abid. Voilà, bienvenue parmi nous. Vous êtes vous aussi membre de l'association Oui. donc de tir et vous êtes des passionnés avant tout. Passionné de chasse. Passionné de chasse. Oui. Alors Ramzi va nous parler un petit peu de cette association et comment est-ce qu'elle a été créée. Tfaddal. De prime abord, je dois présenter ma région. Oui, la région. La région de Sétif, une C'est belle la région région. de Sétif. On vient de Mauclen, avec un grand thème. D'accord. C'est une commune qui se situe au nord-ouest de la wilaya de Sétif. Elle est bordée par le nord par les monts de Babour et par le sud par Sahel el-Gebli, ce qu'on appelle aujourd'hui Hamam Gergour. Oui. Voilà, c'est une Très région attractif, comme on dit. Exactement. Donc, c'est une région à caractère agricole. En 2024, on était premier au niveau de la wilaya de Sétif dans la plantation des arbres fruitiers. On arrive à planter 40 000 arbres. On a enregistré aussi 205 apiculteurs qui produisent environ de 2 tonnes de miel. Magnifique. Voilà. En plus, on a des personnalités de Mauclen. On a le commissaire politique de la wilaya 3, Sius Ben Abid. On a un savant très connu, un savant des sciences de l'héritage qui s'appelle Sibel Qasim Moufaq, le poète Yassim Ben Abid. On a aussi l'écrivain
Rabih Belhamri, c'est un écrivain en expression française. Voilà. Vous êtes donc fier de votre région et Bien vous sûr. voulez à chaque fois en parler et parler aussi donc, de tout ce qui enrichit cette région. Que ce Exactement. soit des hommes de lettres, des personnalités, des savants, des personnalités qui ont apporté énormément pour la région, mais aussi aujourd'hui le monde agricole qui, au contraire, n'est pas en reste. Bien sûr, vous faites beaucoup pour la région et l'agriculture étant, bien sûr, une force aussi très active. Donc la région va devenir bientôt, Inch'Allah, un pôle agricole. Hein. Donc il faut la préserver. Exactement. C'est pourquoi vous vous êtes créé et constitué en association pour essayer donc de protéger cette région contre les prédateurs, certaines races aussi qui peuvent être nuisibles pour l'agriculture, n'est-ce pas? Absolument. Donc l'association a été créée en 2022. Donc dans le cadre de... D'abord, il n'y avait pas de... La chasse était, à un moment donné, a été oubliée. Oui. On a traversé une période où ce n'était pas possible de... Bien sûr, de vous ne pouvez pas chasser. faire avec. Et la chasse, c'est une tradition ancestrale dans la région. Donc il fallait perpétuer la tradition, donc inculquer la culture de la chasse aux nouveaux chasseurs et se conformer à la législation. Donc Bien il y a sûr. la loi c'est un décret exécutif 0704 qui réglemente les activités de chasse. Et donc on s'est regroupé en association, donc, qui compte 121 adhérents pour le moment. Donc le but de l'association, donc mis à part inculquer la culture de la chasse aux nouveaux chasseurs, c'est de protéger la faune et la flore contre le braconnage, mais contre le surpeuplement également. Parce que nous avons nous enregistrons l'absence de prédateurs naturels pour des espèces comme le sanglier et le lièvre, qui en se multipliant à une grande capacité de multiplication, peuvent devenir des nuisibles pour l'arboriculture. Voilà. Donc il est préférable de s'organiser, d'organiser des battues, par exemple. Il y a des arrêtés de wilaya, par exemple, pour les battues. Si la wilaya s'adresse aux associations de chasse. Bien sûr. Donc, il fallait En dehors, bien sûr, des périodes de chasse. Alors, c'est très réglementé. Hein. Il y a des périodes qui sont fixées par l'administration. La chasse est réglementée. Donc, les dates d'ouverture et de fin de chasse sont arrêtées par des décrets ministériels. Voilà. Donc, en dehors des périodes de chasse, donc pour que le chasseur ne reste pas inactif, nous organisons des tirs. C'est des sessions de tir. Voilà. Donc il y a deux activités. Il y a la cible fixe, ce qu'on appelle en arabe shara, qui est une tradition ancestrale chez nous. D'ailleurs, si la cible n'est pas atteinte, la mariée ne sort pas le jour du mariage. D'accord. C'est très lié. Hein? C'est très lié. La shara ma tahatch, la aros ma tkhruj. Ah. Donc ça, c'est la cible fixe. Et il y a la cible mobile, donc le ball trap. Et pour commémorer les événements du 8 mai 45, donc, vous avez organisé tout un événement au cœur de la région du 8 mai 45. Donc nous avons organisé un événement qui a regroupé des chasseurs de 34 wilayas. Quand même. Tous des passionnés, tout comme vous. Tous des passionnés de chasse. Des professionnels. Pas des professionnels, mais des passionnés de chasse. Ils sont devenus professionnels hein, par la force des choses après. Ils deviendront professionnels par l'exercice. Voilà. S'exerçant régulièrement au tir de... C'est cela. C'est ça donc l'événement. Oui, exactement. C'était quand même beaucoup de monde. Donc il y a eu 580 participants pour la cible fixe, Shara. Et nous avons 88 participants pour le ball trap, la cible mobile, dont des éléments de l'équipe nationale de tir. D'accord. C'est un événement majeur dans le domaine du tir en Algérie. Donc il s'est déroulé Djbel Hellel. Donc c'est un des parcours de chasse que nous disposons. Nous disposons de plusieurs parcours de chasse, des distances variant de 8 à 60 km. Et nous disposons également de zones humides. Oui. Alors, les zones humides, ça va avec, hein, puisque vous travaillez sur les cibles mobiles, etc. Donc, voilà. ça peut être des perdrix, ça peut être des canards, ça peut être... voilà. En termes de gibier, nous avons les perdrix, nous avons les cailles, nous avons les palambres, nous avons également les lièvres. Oui. Alors, il y a deux types de lièvres, le lièvre du Cap ou le lièvre des brousses. Il y a également le sanglier. Oui. Donc, nous effectuons des... Le sanglier qui est une espèce qui se multiplie très rapidement et qui est aussi invasive. Nous l'avions vu la dernière fois avec notre invité.
Donc c'est une espèce qui peut devenir nuisible s'il y a une surpopulation. Et comme je vous ai dit que on note l'absence des prédateurs, des grands prédateurs naturels du sanglier, qui sont les loups. Et comme la région, le loup a disparu de la région à cause de l'activité humaine. C'est le prédateur naturel et direct. Le prédateur naturel est direct. Donc on est obligé d'intervenir, donc l'homme est obligé d'intervenir pour réguler les populations de sangliers, pour éviter que ces sangliers... Il y a une surpopulation qui va détruire les champs agricoles, par exemple. Absolument, le sanglier déterre les racines des arbres. Et comme nous avons implanté l'année dernière plus de 40 000 arbres, on ne voudrait pas que ce soit détérioré par l'action du sanglier. Oui. Donc voilà, ça c'est grosso modo c'est l'activité de la... Alors bien sûr, ça doit être réglementé. Vous l'avez dit, c'est fait par l'administration, bien entendu, c'est régulé. La chasse a une date d'ouverture et une chasse de fermeture. Ça permet aussi donc à la population, les individus, de pouvoir se multiplier, les laisser grandir, qu'on ne chasse pas des jeunes, bien sûr. Et encore une fois, réglementé, parce que la chasse c'est dangereux aussi. C'est très dangereux. Dangereux pour l'individu. Il ne faudrait pas que certaines personnes tirent sur d'autres. Voilà, il faut vraiment que ça soit sécurisé. C'est pour ça que la chasse, donc le décret exécutif oblige les chasseurs à se regrouper en association. Voilà. Donc c'est pour éviter justement ce genre de problème, qu'il y ait des accidents de chasse par exemple, ou qu'il y ait du braconnage aussi. Voilà. Donc l'association peut de contrôler les chasseurs. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que dans votre association, vous travaillez aussi sur les espèces. Donc vous connaissez notre biotope, vous connaissez un petit peu les espèces, vous les apprivoisez en quelque sorte pour pouvoir mieux les chasser. Absolument. Donc, vous connaissez les espèces peut-être qui sont nuisibles, et les espèces qui pourraient être donc aussi à chasser, et les prédateurs, bien sûr. Et les espèces protégées également. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'arrivais pas à trouver le mot. Les espèces protégées. Nous avons sur la région donc des espèces protégées comme le porc-épic par exemple. Nous avons l'apparition ces dernières années, l'apparition de la belette. Oui. Et l'apparition de la hyène rayée. La hyène rayée qui n'est pas justement dangereuse. Oui, qui n'est pas une espèce dangereuse. C'est une espèce traquée par la population. Traquée par la population pour des croyances. C'est ça. Elle est mal aimée malheureusement. Voilà, elle est mal aimée parce que justement elle est victime de la réputation de sa cousine, la hyène tachetée. C'est ça. Donc ce sont deux espèces différentes. On a vu plusieurs fois sur des réseaux sociaux les hyènes qui sont abattues carrément dans certaines régions, alors elles sont utiles pour la nature. La hyène rayée est un charognard. Voilà. Donc ça permet de débarrasser la nature des restes des animaux morts, et qui est très important dans la chaîne alimentaire. Tout à fait. Donc pour éviter d'abord la propagation de maladies, donc c'est un éboueur. Voilà, c'est un très bon éboueur naturel, bien sûr, dans la nature. C'est une espèce à protéger. Oui. Et nous avons également besoin, donc je voudrais lancer un appel à travers votre émission, on aurait besoin de l'intervention des centres synergétiques, de Zeralda ou de Raya, pour des opérations de lâcher, pour le repeuplement de certaines espèces. L'introduction de certaines espèces, la réintroduction de certaines espèces. Qui sont malheureusement, on va de disparition. Le chiffre a baissé. Mais le chiffre a considérablement baissé. Et nous nous engageons en tant qu'association à faire le suivi de ces lâchers, à faire le suivi sur le terrain, car nous disposons de tous les atouts. Nous avons des zones forestières, nous avons des zones humides, nous avons des zones de montagne. Et on peut, en tant qu'association, on peut contribuer à la réussite de ces opérations de lâcher. Vous pouvez travailler aussi avec des scientifiques qui pourraient aussi vous aider à faire un contrôle de cette dynamique des populations. Parce que c'est une dynamique des populations qui pourrait vous donner des informations utiles concernant les chiffres et l'abondance d'une certaine espèce par rapport à une autre, etc. Vous parliez des lièvres qui sont aussi des espèces, quand ils sont en surnombre, des espèces nuisibles pour l'agriculture. Absolument, oui. Le lièvre est une espèce nuisible. D'ailleurs, périodiquement, on organise
organise des battues de lièvres également. Oui. Pour éviter, parce que justement, l'absence du prédateur naturel fait que les populations des lièvres et des sangliers se multiplient exponentiellement et qui devient à un moment donné constitue un danger pour l'agriculture en elle-même. C'est Et ça. tant que notre commune est une commune à vocation rurale et agricole en premier lieu, on ne peut pas se permettre de laisser les populations de lièvres et de sangliers se multiplier, une multiplication non contrôlée. D'accord. Donc il faut laisser la population se multiplier, mais qu'il ne faut pas que ce soit... Faut surveiller. Voilà, il faut Voilà. surveiller les populations. Exactement. Vous me parliez tout à l'heure aussi des chiens errants qui peuvent aussi exister. Alors nous, ça nous fait de la peine, c'est vrai, de voir des chiens parce que c'est un animal de compagnie quelquefois, on l'identifie à cela. Mais finalement, vous me disiez, il y a des chiens errants vraiment très dangereux, vecteurs de maladies dangereuses. Effectivement, des fois, il y a les arrêtés de wilaya pour l'abattage des chiens errants. Oui. Notamment quand ils détectent, les services vétérinaires détectent l'apparition de certaines maladies. C'est ça. Donc pour éviter que ces maladies... La rage la plus dangereuse. La rage, d'autres maladies également. Donc nous sommes dans l'obligation de réguler la population de chiens, de contrôler ces populations afin que ça ne se transforme pas en nuisible. C'est cela. Donc les chiens peuvent attaquer les populations humaines comme les populations animales. C'est cela. Donc ils peuvent s'attaquer donc la région de Mauklen, c'est une région avicole également. Ils peuvent s'attaquer aux élevages de poules. Ils peuvent, et ça peut constituer un point de tension pour les aviculteurs. D'accord. Donc la régulation de la population des chiens errants est très très importante pour le maintien de l'ordre dans la commune. Dans tout un environnement, il faut maîtriser les populations animales. Très bien. Il ne faut pas les éliminer, mais il faut les maîtriser. Voilà. Voilà, on aura tout compris en tout cas de votre bonne volonté donc, de pouvoir allier et votre passion donc, de la chasse et surtout la régulation de certaines populations et pour ne pas qu'il y ait donc, de dominance d'une population par rapport à une autre et rester bien sûr dans l'équilibre de la chaîne trophique. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci madame. Un dernier mot, allez-y. De nous avoir invités. Donc je vais profiter de l'occasion pour remercier les autorités locales qui nous ont aidés pour la réussite de l'événement du 9 mai dernier. Nous avons été honorés également de la présence des présidents de fédérations de chasseurs ainsi que des associations de chasseurs, notamment l'association de Bouga'a, de Hammam Gergour, de Tizim Baraham, qui nous ont aidés, qui ont participé activement à la réussite de l'événement. Eh ben, c'est très bien. Peut-être que ça va donner l'occasion à certains participants de vos associations et membres de l'association de participer à des tirs sportifs, cette fois-ci bien aussi encadrés s'ils sont doués. Inch'Allah. 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 Ramzi, un dernier mot? Madame, moi je tiens à remercier Canal Algérie pour cette invitation. Nous avons ramené un petit cadeau. C'est très gentil, je vais le montrer. Ok. Voilà, c'est pour l'émission. Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bien qu'on n'a pas participé avec vous, mais en tout cas, voilà, le trophée que vous nous avez rapporté. Regardez comme ça. Voilà, on va le voir. En tout cas, bonne chance à vous pour tout ce que vous faites. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci madame. Voilà. Merci madame. Restez avec nous tout de suite. On va suivre une chanson. On va vous offrir une chanson pour repartir. C'est donc le duo Jam et Zaki Project qui chantent, donc qui ont pris une reprise. Ils ont refait une reprise donc du Shabi. On se retrouve juste après.
J'espère que vous avez apprécié cette belle interprétation des deux artistes qu'on aime bien, Jam et Zaki, Zaki Project, bien sûr. Alors bonjour Hakim, il est avec nous comme chaque lundi matin. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. On va rester pratiquement dans le même répertoire. Hein. Ah, Enfin, je veux dire dans dans la le musique. musical. Voilà. C'est un collègue aussi, c'est un beau collègue aussi. Journaliste, Zaki, oui, journaliste. de Radio Internationale. C'est deux esprits qui se rencontrent. Hein. Oui, Au fait, en réalité, c'est deux copains. Ils sont très, très copains. intimes. oui. Et ils s'accompagnent à chaque fois. Et ils se donnent l'occasion sur Un scène. dans le gnawi un peu plus et l'autre un peu dans la musique. Ouais. Gnawi, bon, Oui. pas vraiment, mais bon. Et on va dire qu'ils sont dans la... Tu les connais bien, en tout cas. Je les apprécie. Voilà. Et je Et l'ai puis dit bien tout à l'heure, sûr, la c'est le musique talent. n'a plus de secret pour toi. Aujourd'hui, tu vas nous parler donc d'un groupe qui a été créé en 2015. 2015, 10 mai Voilà. 2015, que tu avais reçu. Ouais. En J'avais 2000 cherché en la vidéo. Moi, 2016. je voulais ramener la vidéo de ce Bonjour l'Algérie du 16 mai 2016. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, Ouais. c'était leur tout premier concert. Ouais. Ils étaient venus faire leur promotion. Voilà. Leur promotion dans Bonjour d'Algérie, bien sûr. Et c'est des souvenirs, en tout cas, et ça nous rajeunit pas. en fait. Non, on est encore jeune. Oui. À l'époque, il faisait peut-être 1m20. Ouais. Aujourd'hui, il dépasse quand même. Il fait pratiquement les 2 mètres, le garçon. Ouais. Il est immense, Rahim Berg. C'est un Rahim très, très Berg. bel homme. C'est le fondateur du groupe Hypnotica. Ouais. C'est vrai que Hypnotica, c'est une manière de dire peut-être hypnotisé. Ouais. Mais c'est vrai que sur scène, malgré tout, Ils étaient dans le métal, vous disiez. il était dans le métal, absolument. Mais ça va, tu le sais. Ouais. Ils étaient dans le métal traditionnel. Et puis en 2022, avec l'arrivée d'Anis Lajroud, qui est un excellent guitariste que j'ai découvert lors d'un concert de Zahir il y a quelques mois. Oui. Excellent guitariste. Donc ça a pris une autre tournure. Ils ont été vers le rock et le hard rock. Ouais. Enfin, ils se sont un petit peu éloignés du métal traditionnel. Au fait, c'est l'histoire de 5 jeunes. C'est la formation actuelle. Hein. D'accord. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, donc il y a Anis, Marwan, il y a aussi Mohamed Zaidi à la batterie, Nassim Fernan, On les voit. et puis Rabia à la basse. C'est d'excellents musiciens. Ils ont tous pratiquement le même âge. Ouais. C'est des gens qui ont quand même la musique dans le sang. Ouais. Et en 2022, donc, avec le changement de vibration, on va dire, ils ont été du métal traditionnel vers le hard rock, arrive aussi. Ils découvrent et puis après ils font des changements parce qu'ils apprécient. Après, ils font des recherches, ils évoluent. Bon, je ne sais pas si on peut écouter déjà, ils ont pensé à reprendre un titre classique bien de chez nous, c'est Caravan to Bagdad. Oui. Parce qu'au fait, c'est des jeunes qui s'intéressent, Hamid Baroudi. voilà, c'est des jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe à travers le monde. Oui. Donc même ce titre-là, c'était par rapport à ce qui se passait À Bagdad. dans le Golfe à ouais. l'époque. Donc ils ont pensé à Caravan to Bagdad. Ils n'ont pas pu faire le clip parce qu'il faut quand même acheter les droits, c'est tout un travail. Mais j'ai quand même profité d'une occasion sur scène. Donc ils ont interprété ce titre et je tenais quand même à le faire découvrir Très bien. sur Canal dans le Bonjour. On va le voir. Voilà. Voilà, s'il est prêt, en tout cas, on va essayer donc de pouvoir apprécier cette voix, ces voix, parce qu'ils sont plusieurs sur scène, et bien entendu, ils font découvrir leur musique à d'autres passionnés, tout comme eux, hein, qui sont. Ils sont sur scène, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est au fait ils font du spectacle. Ouais. C'est des gens qui se parlent, chacun avec son instrument. Ouais. Moi, quand j'ai vu le soliste pour la première fois, Anis, qui a rejoint le groupe en 2022, moi, ce garçon, il m'a épaté. Il est monté sur scène avec le groupe Zahir, qui a quand même 25 ans de scène dans les jambes. Oui. Et il a été magistral, ce garçon. Et quand je l'ai revu, un mois après, à la salle Ibn Zaydoun, Oui. ce qui était génial, c'est qu'il n'y avait pas de monde. Mais ils se sont produits comme s'il y avait salle comble. Voilà. C'est ça qui m'a le plus... Tu m'as dit hier, justement, il n'y a pas de problème, il joue devant une personne ou alors une salle comble. Alors, on va voir le premier extrait et on écoute en même Très temps. bien. لله يا لي غدروني
un autre souffle, comme tu disais, Ben oui, de la musique et de la chanson qu'on connaît. c'est à la mode aujourd'hui, Oui. même ailleurs. Moi, j'ai toujours pris les États-Unis comme référence musicalement parlant. Et pratiquement tous les anciens morceaux des années 30, 40, 60, 70, 80 ont été repris en 2023, 2024, 2025. Ça leur a donné un nouveau souffle et crois-moi vrai. que ça cartonne dans les charts et les billboards. Oui. Moi, quand je vois un jeune qui reprend un titre, qui fait 2 fois, peut-être 3 fois son âge, C'est vrai. et il le retravaille bien, Ah oui, il y a des musiques et des chansons qui n'ont pas vieilli, qui n'ont pas pris une ride, et bien au contraire, ils ont eu une nouvelle vie, comme Cher par exemple, comme bien d'autres artistes qui aujourd'hui vivent encore à travers la jeune Cher génération. a plus de 73 ans, et sur scène, c'est une bête de scène. C'est ça. L'avouer. Ce qui est génial, Oui. c'est que ces jeunes vont se produire à la Sablette Oui, le 24 juin. d'accord. 24 juin, le soir. Ce sera bien de les découvrir sur scène parce que sur scène, c'est totalement autre chose. C'est différent. Ils se Totalement- lâchent. Alors totalement que différent. dans la vie, au quotidien, c'est des gens calmes, sages, Absolument, timides même parfois. timides parfois. Mais tout à sur fait. scène, ils se lâchent. Et ce qui est génial, c'est que c'est des ambianceurs. Oui, C'est des personnes qui font participer le public, qui se parlent. En fait, ils parlent au public. Nassim, il parle à son public d'accord. avant chaque titre. Il y a une communion, en Voilà, fait, hein, il une vraie explique communion. pourquoi il a écrit ce texte, les raisons qui ont fait qu'il tient à ce que ce texte soit interprété ce soir-là. Ça a été le cas pour Caravan to Baghdad, ou le titre qu'il a repris Sur la Palestine sur la Palestine, que j'ai trouvé génial. Au fait, il y a même un jeu de mots dans le titre. Oui. Bleu en français et blue Oui. en anglais, qui veut dire explosif. Explosion, oui, Explosion. explosif. Ouais. Quand on voit le clip, on voit ce qui se passe actuellement. Ils n'ont pas été insensibles, eux aussi, à tout ce qui se passe voilà, du en tout. Palestine, Pas à du tout. Gaza. Pas du tout. Voilà, tu vas me dire, mais pourquoi tu as choisi ce groupe? Moi, je te dis parce que c'est un groupe qui ose, Oui, et j'aime les artistes qui osent, oui. et j'ai le pressentiment que c'est des jeunes qui vont aller quand même loin. Oui, c'est sûr, parce qu'ils sont encore bien jeunes. Ils ont la musique dans le sang. Ils ont aussi cette envie de créer, de composer C'est ce et qui de nous manque, communier c'est la et communier création. avec, bien sûr, le public. Voilà. Oui. Puis là, je te propose donc le titre, si tu le permets, en hommage donc à la Palestine et au peuple palestinien. Enfin, il l'a interprété sur scène, il l'a illustré aussi avec des images qui frôlent l'horreur, quelque part. C'est vrai. On va normalement écouter si l'extrait est prêt, mais sinon donc ce sont donc des artistes qu'on a beaucoup à découvrir. En tout cas, on Que aura tu nous as fait découvrir en 2016. Oui, et bon, c'est Moi, pas j'aurais aimé moi. qu'il soit là, j'aurais pas aimé moi. retrouver cette vidéo de 2016 Ouais. parce que moi, personnellement, je suis curieux de voir comment il était. Nostalgie. Hein, et Ouais. 10 ans après, On va essayer de la on retrouver la prochaine change. fois. La semaine prochaine, on va parler d'un garçon que tu as eu l'occasion de rencontrer. Je ne sais pas si tu l'as reçu dans le Bonjour. C'est Chakib Bouzidi. Oui, bien sûr que j'ai eu l'occasion de le recevoir. Allah yarhamou, Chakib Voilà, Bouzidi. un chercheur. Un grand artiste aussi. Un chercheur, un globe-trotter, on va dire, qui a sillonné les 4 continents juste pour partager sa passion. Et il a su quand même nous inculquer, malgré le temps court qu'il avait. Donc on va y revenir, si tu La le semaine permets, prochaine. le lundi prochain, D'accord. avec Chakib Bouzidi. Et surtout, c'est un artiste, on s'en est rendu compte à quel point il était aimé par ses amis, par sa famille. Après son décès, c'est vrai que les réseaux sociaux étaient bien sûr effondrés et on l'a bien senti à travers Et nous, les on va parler messages. beaucoup plus du travail qu'il a fait. Bien sûr, Parce sûr. qu'il a Rendre laissé, hommage. il a laissé quand même, il a laissé de très, Un travail très belles colossal choses. et des exemples. Hein. Absolument. Voilà, ça sera donc la semaine prochaine. Mais pour le moment, je vous propose ça va faire un peu de bruit sur le plateau de Canal, ce titre-là avec Blue, Hypnotica, qui sera en concert donc le vendredi à la Sablette, D'accord. à partir de 20h. À partir de 20h. 20. Voilà, tu as donc donné l'information, tu as donné bien sûr le lieu, l'heure et la date bien sûr de ce concert qu'ils donneront, bien sûr pour les amoureux. Donc, Et ils ont leur public, ils ont leurs adeptes. Hein.
Très bien. Merci beaucoup, Hakim. C'est moi qui te remercie. À la semaine prochaine, lundi Inch'Allah. prochain, Inch'Allah. Bien sûr, et on parlera comme bien sûr donc de cet artiste qui nous a quittés bientôt, que bien sûr comme beaucoup d'autres personnes qui partent à la fleur de l'âge et qui ont tellement de choses à donner et qui malheureusement n'ont pas encore eu le temps de pouvoir tout concrétiser. Donc je tenais à lui rendre hommage. Voilà. À notre façon, on va dire. À notre façon. Voilà. Et bien sûr, parler de toutes les belles choses qu'il a pu concrétiser. Ben voilà, nous, en tout cas, on a eu plaisir à découvrir une autre facette du groupe Hypnotica et bien sûr à parler donc de ce groupe de rock. Voilà, et j'espère qu'ils feront encore une fois peau neuve à travers cette nouvelle version. Je n'ai aucun doute. En tout cas, les deux titres qu'on a écoutés sont disponibles sur Spotify. D'accord, parfait. Pour ceux et celles qui aimeraient les avoir dans leur collection, merci. Chose que je conseille chaudement. Voilà, en attendant, on te retrouve aussi à la radio tous les... Jeudi, vendredi, 22h, 3h du matin. C'est pour les couches tard et les lève tôt. Voilà, merci beaucoup Hakim pour ton punch du lundi matin. On se retrouve dans un tout petit moment, juste après cela. Sur Alger, une belle balade bien sûr qui nous emmène à la découverte de notre ami Yazid. Yazid, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, mais dans le monde, ça va pas. Ça va pas. Le contexte, bien sûr, des guerres, ça nous fait tellement de mal de voir des images terribles au quotidien. Absolument, c'est le génocide en fait. C'est la catégorie la plus vulnérable de la société palestinienne est en train de mourir de faim, de malnutrition. Et sous les bombes. Sous les bombes, pas uniquement les bombes. Ceux qui ne meurent pas meurent de faim, et de maladies et de malnutrition. Si je dis ça, c'est parce que hier, 9 enfants d'un couple de médecins palestiniens qui étaient de garde à l'hôpital Al-Nasser du côté de Gaza, ils sont morts suite à un bombardement de leur maison. C'est cela. 9 enfants. Ils se sont retrouvés face à face, en fait, quand les parents, le papa et la maman étaient à l'hôpital en train de soigner et sauver des vies à leur tour. Et là, ils sont là, ils voient la dépouille des 9 enfants. Ça a été un drame, des horreurs, parce que c'est vraiment l'horreur pour les parents. Et quand on parle de génocide et quand on parle de ce nettoyage ethnique, c'est systématique, c'est une machine de guerre qui est là à vouloir effacer le Palestinien d'une manière systématique. Et avant-hier, Mohamed Yassine, un enfant à peine 4 ans, est mort de malnutrition. Il est mort de malnutrition. Beaucoup de cas
de diarrhée, en fait, terribles. C'est des diarrhées infantiles et puis qui vont vers la mort, qui est le destin de ces Palestiniens, c'est la mort. En fait, c'est les chroniques des années de guerre génocidaire en Palestine. Et dans l'indifférence totale, bien sûr, de cet État qui est un État criminel, et bien entendu avec l'indifférence de certains États dans le monde entier. D'autres sont réactifs. On voit, il y a des marches, il y a donc des personnes qui dénoncent cet acharnement contre la population civile surtout et les pauvres enfants. Et puis sur le plan du droit, mais ça n'avance pas, on ne voit pas donc de réaction directe. Absolument, Amel. Et sur parce qu'il y a le droit international humanitaire qui fixe les règles quand il y a une guerre. Pour laisser acheminer les denrées alimentaires. Oui, en fait, l'État qui occupe une région est appelé à respecter les protocoles du DH, donc du droit international humanitaire, mais on ne les respecte pas. Et aujourd'hui, la sonnette d'alarme a été tirée par le programme monétaire, le programme alimentaire mondial, le PAM. Il rappelle en fait que si les choses restent sur ce qu'elles sont aujourd'hui, il y aura plus de 14 000 enfants qui vont mourir. 14 000 enfants, c'est pas... Les chiffres sont effarants, mais par rapport à ce qu'on écoute aujourd'hui, ça ne veut pas bouger. C'est-à-dire que les instances internationales dénoncent, les instances internationales essayent donc d'incriminer, bien sûr, le premier responsable, qui est donc cet État sioniste, mais finalement, les arrêtés n'arrivent pas. Oui, en fait, même aujourd'hui, on ne comprend pas. Aujourd'hui, quand même, au niveau des parlements en Europe, au niveau des masses populaires en Europe et aux États-Unis, sont en train de bouger, sont en train de dire basta, de dire c'est pratiquement un apocalypse now, c'est pire que la guerre du Vietnam. On le voit parce que c'est une... Pire que toutes les guerres. Absolument, c'est une guerre carrément génocidaire. Et les camions des aides humanitaires sont bloqués. Même si on les laisse rentrer, c'est du goutte à goutte. D'ailleurs, le responsable du PAM, du Programme alimentaire mondial, rappelle que c'est une goutte dans un océan. C'est une goutte dans un océan. Parce que, et puis la gestion de ces aides humanitaires relève Voilà, l'image terrible qui nous donne froid dans le dos et qui vraiment soulève toutes les... c'est les enfants donc, du couple de médecins palestiniens dans l'hôpital Al-Nasser de Gaza. Donc c'est en fait, les parents, ils étaient en train de faire leur garde et leurs enfants sont bombardés. Ils sont anéantis. Oui, ils sont bombardés. Ils sont anéantis comme toute cette population qui souffre depuis déjà bien longtemps aujourd'hui. Oui, 9 des 10 enfants, il en reste un. Oui. Et c'est toute l'histoire de la Palestine. Ils sont toujours là, les Palestiniens. Ils resteront, ils sont là. Cette force des jeunes enfants qu'on voit très souvent témoigner au micro comme ça de certains... Ça me rappelle le poème de Mahmoud Darwish. وأولادي 8 وتاسعهم سوف يأتي بعد صيف. Donc c'est la résistance d'un peuple juste avec sa propre chair en fait. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il reste toujours ce Palestinien qui est là, debout. Et qui est debout. Ça rappelle aussi l'image de Hamdallah aussi, qui a été immortalisé par le grand caricaturiste palestinien. Exact. Donc aujourd'hui, cette guerre génocidaire n'arrive pas à faire face à une résistance qui est là. Tout à fait. Et même ceux qui échappent à cette... Et elle se venge en fait sur les enfants, les vieillards, les handicapés. Et les vulnérables. Les plus vulnérables. Les vulnérables. Ils sont en train... En fait, tout ça... Ils oublient que cet antisioniste est en train de creuser sa propre tombe. Voilà. Et même ceux qui ont échappé, comme des enfants qu'on vient de voir, une photo qu'on vient de voir qui est terrible, ces enfants mutilés. Que va devenir cet enfant mutilé? Son avenir, il ne pourra pas se mouvoir
normalement, comme chaque enfant. Il ne peut pas dire, voilà, je suis un enfant qui joue, qui s'amuse. C'est terrible pour l'avenir de cet enfant. Oui, la condition humaine, on est en train de vivre les moments les plus hideux de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, et puis, on le voit, c'est des choses qui sont réelles, qui sont sur on les voit. Il suffit de voir sur son smartphone, sur son micro, etc. Et là, on disait avant, il n'y a pas de guerre propre, mais aujourd'hui, on est arrivé à l'horreur d'une guerre, la plus vraiment horrible et lâche. C'est une guerre lâche qu'on voit, qu'on est en train de suivre à travers les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas des images qu'on pouvait véhiculer vraiment instantanément. Mais aujourd'hui, c'est l'instantané. Ce qui est terrible également, c'est que cette entité qui est en train de mener cette guerre génocidaire s'appuie sur le messianisme, s'appuie sur des textes qu'on manipule pour amener la masse à adhérer à une guerre génocidaire. Bien que dans l'armée sioniste, maintenant il y a beaucoup de suicides en fait. Il y a beaucoup de suicides parce qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont en train de faire face, de tuer en fait des enfants, de tuer les personnes les plus vulnérables. Ils ne peuvent pas faire face à une résistance qui est là, alors ils se vengent sur les enfants pour amener la société à se rebeller contre la résistance. Et aujourd'hui, on voit que sur le plan international, la Palestine gagne encore plus de popularité. Voilà, plus de popularité, on va dire une forme d'adhésion, de solidarité. Voilà, et les peuples, certains peuples ont compris aujourd'hui, ils sont plus sensibilisés, les images sont véhiculées, c'est des images d'horreur, donc aujourd'hui toutes les familles qui sont des familles normales, qui essayent de se mettre à la place donc, de cette population, qui sont en train de signer cette horreur et de voir cette horreur sans pour autant pouvoir changer les choses. Absolument, cette horreur, elle est aussi d'ordre... parce qu'on le voit aussi, il y a beaucoup d'algorithmes aujourd'hui qui font en sorte que ce qui se passe à Gaza devient frappant. Dès qu'on va sur les réseaux sociaux, dès qu'on va sur Internet, les images sont là. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. On ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné. On peut pas, parce que c'est... Et puis il y a aussi... Les lobbies aujourd'hui font un travail. Et bien sûr, la population qui est contre cette guerre et contre toute cette horreur essaye de se mobiliser de toutes les façons qu'ils peuvent. Donc les artistes se mobilisent, les intellectuels se mobilisent, les hommes de lettres aussi essayent de dénoncer toute cette forme agressive. Absolument, mais il reste encore que la guerre, elle est toujours là. Que le terriblement, le tristement célèbre Netanyahou, il est toujours là à faire cette guerre génocidaire et personne ne peut lui dire aujourd'hui basta, d'une manière de l'amener à arrêter d'une manière claire. À le condamner. Condamné par des instances internationales. Il est condamné dans les instances internationales déjà. Il est condamné par le tribunal pénal international, par la Cour de justice internationale, mais il continue à faire cette besogne, il est condamné, c'est un personnage hideux, c'est un Hitler en fait, on le voit, c'est carrément ce qui est en train de... Tout ce qu'ils ont vécu, ils le reproduisent aujourd'hui à travers le peuple palestinien. On a vu des images donc, de l'horreur, là on voit par exemple celle-ci, où c'est donc la débrouillardise. Voilà, comment un peuple arrive à subvenir à ses besoins quotidiennement, à survivre avec le manque d'eau, par exemple. On a vu comment est-ce qu'ils arrivent à trouver oui, cette force. Puisque aujourd'hui, le blocus, tout est verrouillé. Et il n'y a pas d'accès ni à l'eau, ni à la nutrition, ni à toutes les autres formes d'aide, il n'y a rien. Donc, ils arrivent à utiliser l'énergie solaire, à essayer à faire d'une manière très ingénieuse le dessalement d'eau de mer. Ils sont en train de montrer comment un peuple
est en train de fabriquer d'une manière instantanée cette, voilà. Et de se réchauffer, voilà, simple petite flamme autour, donc bien sûr, difficilement au quotidien. En tout cas, vraiment, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de dénoncer à notre tour, à travers, bien sûr, les médias lourds, ah oui, l'Algérie qui sont des alliés. L'Algérie, toujours. Sur le plan international, a montré sa position. Oui, bien sûr, sur le plan international, notamment dans le concert des nations, on a toutes les de tout temps, et même les premiers à le faire. Les résolutions de l'ONU pratiquement ont été proposées par l'Algérie, elles étaient défendues par l'Algérie d'une manière forte et intense. Voilà, Yatik Saha Yazid. Merci pour ce cri, bien sûr, de désespoir à travers ce peuple qui souffre au quotidien et cette déclaration au peuple palestinien. L'Algérie a toujours été à ses côtés, en tout cas elle le restera. Merci beaucoup. Free Palestine, comme on dit. Free Palestine. Merci beaucoup Yazid. Bonne journée et à tout à l'heure, bien sûr. Merci, on continue. Vous parliez hier donc de la journée de l'Afrique. Ça a été célébré à l'UNESCO aussi. Notre journaliste Afef Belhouchet nous rapporte bien sûr cette journée à travers ce reportage. Au cœur de la semaine africaine à l'UNESCO, le pavillon algérien se distingue et s'impose même comme l'un des espaces les plus captivants pour de nombreux visiteurs et participants, fascinés par la richesse de son contenu culturel et l'énergie de sa jeunesse. Dans une ambiance vibrante, de jeunes Algériens ont brillamment immortalisé les moments forts de cet événement, animés par une profonde fierté de leur culture et un attachement sincère à leur identité nationale. Symbole de ce rayonnement, le caftan traditionnel du Qadi algérien. Chaque fil qui le compose raconte l'histoire d'un peuple et témoigne de son ancrage dans une civilisation millénaire. Un geste fort qui a marqué les esprits était de voir des diplomates étrangers séduits par l'élégance de ses tenues dans ses moindres détails, allant même jusqu'à le porter fièrement. Bellissima! This is Algeria! À travers des gestes simples mais porteurs de sens, cette jeunesse algérienne a tissé un lien entre le passé et le présent, affirmant ainsi l'importance de la mémoire dans la construction de l'avenir. La participation de l'Algérie à cet événement s'inscrit dans une volonté claire: renforcer sa présence culturelle sur la scène internationale et préserver son patrimoine en tant que levier de dialogue et de rapprochement entre les peuples africains. L'image est belle en tout cas, avec bien sûr cette palette aussi de nos artistes et surtout palette avec les tenues traditionnelles qui rappellent encore une fois la richesse de notre patrimoine et notre culture. Nous allons parler culture à présent avec notre amie Amina Zeri qui est avec nous. Bonjour Amina. Bonjour. Ça va Amel, Bouchraki, ça va? Alhamdulillah. Très heureuse de te retrouver comme d'habitude. C'est gentil, toujours rayonnante, Allah Ibarak. Vous aussi, vous êtes en rose. Aujourd'hui, c'est le rose qui est en rose. C'est le printemps. C'est le printemps. Vous n'êtes pas seule aujourd'hui? Oui, je ne suis pas seule. J'ai un invité que je respecte énormément qui est venu de la ville des Roses. Un ténor de la chanson andalouse. Il s'agit de M. Farid Khouja. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je ne suis pas en rose, mais je vis en rose. Marhaba bik, Farid. Merci de m'accueillir. Très bien. Alors, on va parler bien sûr d'un artiste, un grand artiste aussi originaire de Blida. Mais avant, je vous invite à suivre tout de suite, juste après cela. Les coutumes et les traditions, c'est connu à Blida. C'est Blida, la ville des roses, la ville des coutumes et les traditions, et la ville justement des artistes. Ça te fait rappeler quoi, Blida, plus exactement, Amel? Ça me fait rappeler bien sûr les coutumes, le mazhar, les traditions, et puis bien beaucoup d'artistes qui sont natifs, bien entendu, de cette ville-là. L'exemple de Beya, l'exemple donc de plein d'artistes. Une pléiade d'artistes, donc Selwa, Madame Selwa la grande Selwa, Madame Sabounji, Abdelrahman Aziz et son frère Mahmoud Aziz qui est aussi un grand musicien, Beya, notre artiste peintre, et bien sûr
Non, Nouria, non, elle n'est pas de Blida. Et bien sûr, un monument de la chanson algérienne, Rabh Driassa, Rabbi Yarhamou. Et bien entendu, notre invité, Monsieur Khouja, marhaba bik. Bon, la liste risque d'être longue. Mais également, il faudra pas oublier également les ténors qui ont fait de la musique quand même. Nassima, parle souvent. C'est notre génération, mais je parle de Hadj El Mahfoud, le mari de Béa, qui est le ténor et le gardien. Ahmed Ben Achour aussi. Ahmed Ben Achour, exactement. Nassima, Mohamed Gergouchi. Et voilà, Mohamed Toubel, Abdelkader Qassoum. Rachid Nouni aussi. Rachid Nouni, bien sûr. Denis La Martinez. Voilà, rien que ça. La liste est longue. La liste risque d'être longue. On ne peut pas citer tous les chanteurs, Allah Ibarak. Et voilà, parce que le terreau de la Mitidja est propice à l'émergence et au développement des compétences et des talents. Donc, ce n'est pas par hasard si Blida regorge donc de... Moi, je suis un peu chauvin ce matin. Oui, mais tous les natifs. C'est-à-dire, alors que les villes aujourd'hui, les pays se réapproprient et se réapproprient leur propre patrimoine et s'approprient celui des autres. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, tant mieux. Donc, le chauvinisme est de mise. Voilà. En tout cas, c'est pas uniquement Blida qui a enfanté des artistes, de grands artistes. Il y a Azfoun aussi, les Rouiched, les Siakham, les Gerbouchen, le Hadj Mohamed Al-Anqa, Boujama Al-Anqis, les Hilmi. Donc, Zahir Oulada. Vous savez pourquoi? Parce que Azfoun. Oui, mais bon, je vous le dis parce qu'il y a aussi notre ami Manel, notre collègue en régie, qui nous dit qu'il y a une personne qui aime bien vos confitures, le Tchouina. Ah ben il n'y a pas que il y a Lilia Bakhaled qui adore qui adore Tchouina. Et vous nous avez ramené de belles, justement, oranges pour faire. C'est la saison maintenant, c'est la saison des agrumes, donc c'est le cédra, Taranj, c'est également... la confiture préférée de Amal. C'est la princesse des confitures. Bien sûr, voilà. Et donc, pour revenir à Azfoun, vous parliez de Azfoun. Bon, il faut savoir que Azfoun est une déformation du mot Al-Azifoun, qui a été également un point de chute d'Andalou. Donc, ce n'est pas un hasard si le Mohamed Al-Anqa et toute une palette d'artistes et de musiciens sont issus directement et indirectement de cette ville nourricière. Donc, comme Blida, qui est également un point de chute d'Andalou. Voilà. Donc, monsieur Khouja, Farid Khouja, il n'est pas là uniquement pour parler de la chanson andalouse ou de son dernier album, mais il est aussi là pour parler d'un plat ancestral, populaire, très célèbre à Blida. Il s'agit de hamama. Donc, c'est un plat médicinal à base d'herbes récoltées dans les montagnes de Blida, notamment Sidi El Kbir et d'autres montagnes. Donc, il est là pour parler de ce plat ancestral très connu aussi, qui est très consommé au mois de mai. En printemps. Donc, jusqu'à l'été. Et ça m'éloigne un peu de mon violondingue, de la musique. On est loin de la. Mais vous êtes un passionné des jardins, vous aussi. Passionné du patrimoine, c'est vrai. Donc la musique finalement n'est qu'un prétexte pour toucher du doigt d'autres. Eh ben, il y a l'art culinaire, donc l'art est des fédérateurs, et donc quelqu'un qui apprécie la musique forcément apprécie. Il aime tous les arts, c'est un art. Les bonnes choses, voilà. Donc pour revenir à pour faire court, donc Thamalat Andalusia, donc ivresse andalouse, donc me rapproche encore plus parce que la musique est propice à toutes les ivresses et les ivresses terrestres, donc dans la nourriture, et donc est également nous est profitable également. Donc je parle de hammama et non pas hamama, donc ça n'a rien à voir avec le pigeon. Donc c'est le hammama qui est un plat du terroir blidéen, donc une déclinaison du couscous, mais un couscous qui se respecte, comme d'ailleurs à l'instar de tous les autres couscous, mais qui se mange avec beaucoup de solennité. Parce qu'il est préparé avec beaucoup de plantes
aromatique et médicinal, donc puisé dans la flore, enfin, dans le mont, dans la classe blidéen, castélien, et également dans la plaine nourricière de la Mitidja. Donc c'est un plat qui allie en même temps la plaine de la Mitidja avec toute sa flore et également la montagne. Ici, donc c'est un mix donc de deux plantes issues donc de la Mitidja, également des montagnes. Et donc Blida finalement est l'épicentre, donc c'est la citadinité qui a rehaussé en fait ce plat. Donc on parle de beaucoup de plantes parce que les montagnards donc cueillent ce qu'ils trouvent dans la nature. Bon, on parle d'une centaine de plantes qui entrent dans la préparation de ce fameux couscous, voilà, noir, à différencier du couscous halhal d'Alger qui n'est préparé en fait qu'à la lavande sauvage ou la lavande papillon, comme on l'appelle communément. Donc nous, c'est vraiment un panel de plantes aromatiques et médicinales qui entrent dans la préparation donc de ce plat. Donc aujourd'hui, par précaution, on en est à une trentaine. D'accord. Chez moi, on n'en utilise qu'une dizaine. Parce qu'on les trouve plus. Si, on les trouve, sauf que maintenant, les gardiennes du temple, les vieilles dames qui descendaient vendre donc, les plantes, tendent à disparaître. Donc il y a une déperdition donc, de cette connaissance des plantes qui fait que certaines familles rechignent à utiliser toutes les plantes, parce qu'il y en a certaines qui ont des effets un peu hallucinogènes. C'est pour cela que lorsqu'on consomme on fait une petite sieste après. Voilà, parce que les plantes font leur travail de désintoxication de notre organisme. D'ailleurs, le hammama, c'est le mot de hammam, ça veut dire que cette sudation que provoque le corps va éliminer toutes les toxines. Toutes les mauvaises toxines. Et du coup, on a tendance un peu à somnoler, surtout pendant l'été. Donc, parce que le hammama se mange au printemps et se prolonge jusqu'au été. De préférence le week-end. De préférence le week-end. C'est pour ça qu'on parle de hajjara. On parle de hajjara, c'est-à-dire que c'est le moment de la stabilité du pal, gaïla, etc. Donc, سفت الشمعة والقنديل والثريا. سفت شمس الهجارة اللي طلت. Donc, شمس الهجارة, c'est-à-dire الشمس de l'été caniculaire, donc juste après le déjeuner. On est curieux de coup. On apprend avec M. Khouja, en tout cas, le plus important dans tout ça, dans ce plat, c'est qu'il existe uniquement en Algérie. D'accord. Et c'est pour cela que M. Khouja vient de participer dans la préparation d'un grand documentaire, justement pour faire connaître, et je crois pour l'inscrire comme patrimoine mondial à l'UNESCO, n'est-ce pas? Exactement. Donc moi, je ne prête que ma voix et puis également ma passion donc, pour le patrimoine blidéen en particulier. Je suis sensible à tous les patrimoines, bien entendu, de mon pays chéri. Vous connaît. Voilà. Et donc c'est l'instigation de monsieur Mohamed Mazarga, donc journaliste attitré à l'Ouatan, en effet, qui a eu l'idée justement, qui est lui-même un grand défenseur du patrimoine blidéen, donc a eu l'idée de préparer un documentaire à l'effet de faire connaître en fait ce plat, le faire connaître et reconnaître parce que c'est un plat qui tend un peu à disparaître. Bon, à disparaître, pas vraiment, mais parce qu'on en connaît de moins en moins les ingrédients. C'est-à-dire, je parle des plantes. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire valoir ce plat, de le faire connaître et reconnaître sa singularité, sa spécificité. Parce que c'est un plat particulièrement qui a un ancrage historique et civilisationnel à Blida et qui appartient au grand patrimoine, au grand temple patrimonial de la région, de la Mitidja et du pays, n'est-ce pas? Donc, s'approprier et valoriser ce patrimoine
je pense qu'il est nécessaire de le faire. Hein. Donc moi je pense نظن باللي في الوقت الحالي هذا هو الحل الوحيد ان ما نشوفوا الثقافه تاعنا والتراث راه يتنسرح. Donc c'est la seule solution. On doit se réapproprier par la valorisation et par le faire connaître aux nouvelles générations pour que cette tradition puisse se perpétuer, se transmettre. On l'a vu pareillement du côté du Chenois, pareillement, ils ont des traditions culinaires pareilles. Ils vont ramasser donc des herbes et ils en font des mets. Et Cherchel, pareillement, et bien d'autres régions d'Algérie qui sont riches et qui ont cette capacité de sauvegarder ce savoir-faire. Donc l'idée est la même, le concept est le même, tout simplement le titre peut-être ou le nom des plats qui diffèrent, voilà. Donc, même Sran aussi, on a un plat à base d'herbes. Bon, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, c'est un plat qui est très très populaire et aussi médicinal. C'est-à-dire, on l'utilise pour les gens qui ont, par exemple, des infections, qui ont des maladies chroniques. Donc, pour dire aussi que le couscous, surtout les khaladek, moi j'aime bien les herbes. Vous en connaissez des plats avec une centaine de plantes? Non. Justement, c'est cette singularité, cette spécificité qui fait de ce plat un plat quand même hors du commun. Très bien. Et dont les vertus sont avérées. Alors, vous connaissez certaines de ces plantes? Oui, en arabe et en français? J'en connais quelques-unes. Bon, par exemple? alors donc on a la lavande papillon, donc qu'on appelle halhal, voilà. Et puis on a la sauge. Oui, c'est très bon. Bon, on a les trois thym. On a le thym sylvestre, zatar, on a zaitra, et on a un autre thym qui est également cueilli dans la montagne de Sherea. Donc, on a le flio. Flio, attention, c'est pas le basilic. On a l'origan et on a le flio qui n'est pas le basilic. On peut utiliser le basilic, mais il y a un autre flio avec lequel on prépare des tisanes également. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sauge, j'en ai parlé. Elle est belle, la lavande sauvage. Elle est belle, halhal, bien sûr. Et c'est pas la lavande de papillon qui donne la couleur noire. Hein. C'est parce qu'on broie toutes les plantes et en les broyant, et puis, elles sont passées à la vapeur aussi. Hein. Donc elles passent à la vapeur. Il y a certaines plantes, comme par exemple le bonafa, qui est une racine qu'on utilisait autrefois, mais avec parcimonie, parce qu'elle a des effets hallucinogènes. Du coup, on l'a fait à la vapeur. Mais maintenant, on n'en fait plus avec, hein, donc par précaution. Bon, il y a d'autres plantes là qui me viennent. On a envie d'écouter votre voix ce matin. Ah bon? Ah ben oui, hein. Vous êtes le ténor de la chanson. Exact. Donc, on l'écoute, sa voix, à travers tout ce qu'il est en train de nous raconter. Moi, je préfère l'écouter en a cappella, il chante merveilleusement bien. Et puis, il a été bercé par la musique andalouse. On est en train d'écouter sa voix là, musicalement. Elle veut vous faire chanter de bon matin. Oui, et puis faire chanter un maître chanteur. Là, c'est le comble. Vous pouvez nous offrir quelque chose de bon matin? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'aime bien l'écouter en a cappella. Même s'il a ramené son instrument. Eh oui, je suis le chant. Je n'ai pas les paroles. Il n'y a pas de problème. سلف مكمولة البهاء خلته تذكيرة اليوم مشات تزور في جيبي درتو طاح لي خايف من المولاتو سلف مكمولة المحاسن مليان ضيرة ما كيفو منظور ما كسبو كسرى ولا دركها في خزينة قاتو. C'est une chanson qui est puisée dans le registre musical d'expression populaire, cher à Al-Hajj al-Mahfoud. Voilà, qui chante cette petite histoire de la natte, d'une touffe de la natte d'une jeune fille qui avait été donnée
à son fan, à son follower, comme on dit aujourd'hui, en guise d'attente. Et il perd la touffe de... Parce qu'elle lui dit, bon, quand on se reverra la prochaine fois, tu prends le gage et tu me le montres. Et il l'a perdu. Et donc toute cette qasida est construite justement sur cette peur, cette appréhension. Donc de ce J'adore les textes andalous quand ils sont expliqués. C'est magnifique, ils sont tellement beaux. Petite idée sur votre album. C'est la fin, on va terminer avec ça. Je vais parler plutôt de Denis Martinez parce que pour la deuxième fois, je récite, pour la deuxième fois, il est l'auteur de la jaquette. On va la montrer. Voilà. Ivresse avec S. Voilà, ivresse. À prendre en second degré, bien entendu. D'accord. Même si la musique andalouse est foncièrement bachique. Voilà. Et donc, et là, elle regroupe justement pour la première fois une loi dans le mode Zidane qui regroupe les trois écoles, c'est-à-dire l'école de Sanaa, l'école de Tlemcen, le Sanaa de Tlemcen et le Melouf. En plus de tout ça, je fais court. Oui, ça y est, on a terminé. Il y a une chanson espagnole du XVe siècle voilà, que j'ai revisitée et qui chante la beauté des trois Maurice. J'aurais aimé l'écouter, mais on reste pas le temps. Merci à vous. Beaucoup, Farid. C'est un plaisir de venir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Amina, c'est déjà la fin. Merci beaucoup. J'ai passé un moment agréable avec M. Khouja, avec Amel. C'est gentil. Avec oui, exactement. Ça se passe très vite. En tout cas, merci beaucoup de toujours rayonner, de toujours rester dans les traditions et si bien en parler. Voilà. Et il le faut. Et le patrimoine. À très bientôt, Farid. Inch'Allah. Merci. Amina, à samedi, Inch'Allah, avec d'autres belles choses que vous nous racontez à chaque fois dans votre rubrique patrimoine. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On se retrouvera dès la semaine. Bien sûr, tout au long de la semaine, vous aurez le Bonjour d'Algérie, les différentes stations régionales. Au revoir. بعد ما نسقيها بيد